Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet qui lie deux grands pays, l'Allemagne et le Canada, autour d'une thématique essentielle, la gestion des ressources humaines. Cette présentation a pour objectif de vous permettre de comprendre les relations d'affaires entre l'Allemagne et le Canada, tout en introduisant un modèle unique et fascinant, celui de la cogestion. Passons maintenant au plan de notre présentation, qui se compose de 5 grandes sections. Tout d'abord, nous aborderons l'introduction et le contexte pour mieux comprendre le cadre dans lequel s'inscrivent nos propos. Ensuite, nous explorerons les relations entre l'Allemagne et le Canada en mettant en lumière leurs spécificités et enjeux. Nous approfondirons ensuite le modèle de projection en Allemagne en expliquant son fonctionnement et les impacts qu'il génère. Dans une quatrième section, nous vous présenterons des études de cas concrets pour illustrer ces concepts. Enfin, nous conclurons avec une synthèse des points clés et une réflexion finale. Ce plan permettra d'offrir une vue d'ensemble structurée et complète du sujet. L'Allemagne est une puissance mondiale et un leader industriel et technologique, notamment grâce à sa réunification après la chute du mur de Berlin en 1989-1990. Ses relations avec le Canada sont renforcées par l'AECG qui favorise les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. Cela met en lumière son rôle stratégique, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour les relations économiques mondiales, incluant le Canada. Nous avons choisi le modèle de projection en Allemagne car il représente une approche unique qui place les employés au cœur des décisions, tout en équilibrant les intérêts des employeurs, actionnaires et salariés. Ce modèle soulève aussi des questions sur la légitimité, mais sa légalité, ce qui en fait un sujet pertinent pour explorer les enjeux d'équité et de dialogue dans les organisations. Enfin, il offre des leçons applicables à d'autres contextes comme au Canada, ce qui renforce son intérêt pour notre analyse. Au niveau de son portrait économique, le Canada est la seule économie du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres membres du G7 et de l'Union européenne. Avec plus d'une douzaine d'accords de libre-échange, le Canada donne aux entreprises canadiennes un accès plus avantageux à près d'1,5 milliard de consommateurs à travers le monde. Il est donc intéressant de regarder ses liens avec l'un de ses principaux alliés, l'Allemagne. Dans un premier temps, l'Allemagne, tout comme le Canada, s'implique dans des organisations telles que l'ONU, l'OCDE, le G7, le G20 ou encore l'OTAN. Leur relation va donc au-delà des relations économiques. Le Canada ne se limite pas à une relation économique de pays à pays avec l'Allemagne. En effet, les provinces canadiennes disposent d'accords de coopération ciblés avec certains États fédérés allemands. Notons qu'en 2023, le commerce bilatéral entre le Canada et l'Allemagne totalisait 32 milliards de dollars. L'Allemagne est ainsi le cinquième partenaire économique mondial du Canada et le plus important marché d'exportation de marchandises de l'Union européenne. Les exportations canadiennes vers l'Allemagne, eux, se chiffraient à 7,1 milliards de dollars dans cette même année, alors que les exportations allemandes vers le Canada se chiffraient à près de 25 milliards. Toujours en 2023, les entreprises canadiennes détenaient près de 15 milliards de dollars d'investissement en Allemagne sous forme d'IDE, investissement direct étranger. Il est fort à penser que le niveau d'import-export entre les deux nations découle de la ratification en décembre 2022 d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. L'impact de l'accord économique et commercial global, l'AECG, se reflète par une augmentation du commerce de près de 44% par rapport à la période précédant l'adoption provisoire de l'AECG en 2016. Tel que mentionné précédemment, l'Allemagne et le Canada partagent une relation allant au-delà de l'aspect économique. Ainsi, depuis 1971, le Canada et l'Allemagne ont formé un accord bilatéral sur la science et la technologie. C'est un accord qui a permis plus de 1500 projets conjoints. Dans le même ordre d'idée, le Canada et l'Allemagne sont présentement coprésidents du Conseil Eureka. Le sommet mondial de l'innovation Eureka, se tenant en parallèle de la foire commerciale Hannover Messe en Allemagne, le Canada sera présenté comme pays partenaire de celui-ci pour l'année 2025. Cette foire concerne les technologies de fabrication avancée et c'est près de 250 entreprises canadiennes qui participeront à l'événement. De plus, en 2021, un groupe directeur impliquant des représentants des deux gouvernements fut créé afin de renforcer la coopération sur divers enjeux de taille tels que la paix, la sécurité, les changements climatiques, l'autonomie, pour ne nommer que ceux-ci. Il sera fort intéressant de voir au cours des prochaines années l'impact de l'élection de Donald Trump à la présidence américaine et des mesures protectionnistes qu'il souhaite mettre en place. Prenez le temps de réfléchir sur la question. Allons-nous observer une augmentation des échanges avec l'Union européenne? Verrons-nous la naissance de nouveaux partenariats d'affaires?
Bonjour à tous, je suis Capucine et maintenant qu'on a vu donc les relations notamment économiques entre l'Allemagne et le Canada, je vais donc vous introduire le modèle de cogestion qui a vu le jour en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un objectif premier de contrer les anciens industriels nazis, mais aussi dans une volonté de régulation du travail. Donc qu'est-ce que la cogestion? Donc c'est qu'un mécanisme organisationnel qui permet d'intégrer concrètement une dimension sociale dans l'une des instances clés de la gouvernance. Le modèle de cogestion en Allemagne, donc qui représente vraiment une approche unique dans le domaine des relations de travail. Il y a différents objectifs et avantages, le premier étant d'équilibrer les intérêts des travailleurs et des employeurs, atteindre la parité entre capital et travail avec l'équilibre des pouvoirs au sein des conseils de surveillance, favoriser un dialogue social constant, permettre aux travailleurs de participer aux décisions stratégiques et donc améliorer la productivité, et il y a aussi une dimension de paix sociale par la réduction des conflits sociaux en intégrant les employés directement dans les processus de décision. Des éléments facteurs ont permis l'émergence de la cogestion et ils sont expliqués notamment par les 4 dimensions de la mobilisation de Davis et Thompson qui étaient toutes alignées pour faire émerger ce nouveau modèle et de faire la mobilisation un succès. On aura d'abord le contexte d'opportunité politique. Dans l'Allemagne d'après-guerre, le contexte politique était vraiment propice à des changements significatifs dans la République fédérale en raison de la défaite du Troisième Reich et de la destruction généralisée autant sur le plan physique que des institutions. Et il y a également de nombreuses lois et règles qui ont été imposées à l'Allemagne par les pays victorieux de la Seconde Guerre mondiale. On parlera aussi d'intérêts partagés, également de infrastructures organisationnelles et socles institutionnels. Il y a eu à l'époque l'Union des syndicats qui vont utiliser comme socle et légitimité l'institution de l'Église, qui soutenait la vision d'une économie où la dignité humaine des travailleurs était respectée et où les conflits sociaux pouvaient être résolus de manière pacifique et constructive. Et enfin, une mobilisation ouvrière sociale qui était intense en 1944 et l'idée par 2 acteurs importants, Bockler et Faucher, qui sont donc à l'origine de cette mobilisation et aussi leaders de la centrale syndicale unifiée des GB, donc un union syndicalisme catholique et social-démocrate. Donc finalement, ce qui va caractériser l'Allemagne à l'époque, c'est un parfait alignement des 4 dimensions de la mobilisation, qui a pu s'appuyer sur une institution socle dont la légitimité était largement reconnue et partagée dans l'Allemagne d'après-guerre. Et aujourd'hui, ce modèle, il est vraiment perçu comme un vecteur de stabilité économique et sociale, mais aussi comme un facteur de compétitivité pour les entreprises, grâce justement à la participation active des employés. La cogestion repose sur un modèle de démocratie économique qui se traduit par la représentation des partenaires sociaux. Et ce modèle est vraiment très influencé par l'économie rhénane, qui encourage la responsabilité sociale des entreprises et la participation active des travailleurs, conformément aux lois constitutionnelles allemandes. Et ainsi, la cogestion des salariés est un élément central du modèle de partenariat social en Allemagne. Et elle permet aux travailleurs d'exercer un contrôle sur la gestion de l'entreprise, notamment grâce à des représentations élues ou désignées à travers des régimes légaux. Et on va parler donc de style de gestion de compromis, de consensus qui va renforcer la légitimité des décisions. La cogestion, elle va se diviser en 2 instances, le conseil de surveillance et les conseils d'établissement, qui représentent donc les organes de représentation et qui sont essentiels pour assurer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. Et les salariés, donc dans le conseil de surveillance, influencent directement les orientations de l'entreprise. Et dans le conseil d'établissement, ces conseils vont conférer un pouvoir d'information et contrôle dans tous les domaines qui impliquent les droits et les intérêts des salariés. Ils vont donc disposer d'un pouvoir d'agir envers tout ce qui pourrait les affecter, donc que ce soit donc sur les questions quotidiennes ou opérationnelles. Mais d'un point de vue économique, les salariés ont seulement un rôle consultatif étant donné que ce sera l'employeur qui aura les dernières décisions. Et les actionnaires restent des acteurs prépondérants dans les décisions avec notamment la loi de 2004. Pour pouvoir faire naître la cogestion et faire en sorte qu'elle soit appliquée de manière légale, il y a plusieurs lois qui ont émergé au fur et à mesure du temps, des lois très spécifiques notamment en termes de taille de l'entreprise, en termes de secteur. Et petit à petit, donc, il y a des lois qui vont déterminer donc, l'inclusion de ces conseils et aussi en termes de représentation et des sièges attribués aux différentes parties prenantes de l'entreprise. Et la première loi sur la cogestion, elle va être applicable seulement au secteur du charbon et de l'acier et elle va naître en 1951.
Cette loi va être élargie à tous les secteurs d'activité en 1952 et c'est à ce moment-là également qu'il va avoir l'émergence du conseil d'établissement avec les deux constitutions différentes au sein de l'entreprise. La cogestion vise à équilibrer donc les intérêts des actionnaires et des employés et de l'employeur et reconnaît le rôle crucial des salariés dans la réussite de l'entreprise. Et en incluant les salariés dans le processus décisionnel, la cogestion va renforcer la légitimité des décisions prises car elles vont être perçues comme plus équilibrées et plus justes. Et ce modèle de cogestion va donc réellement se consolider dans les années 1970 avec notamment la loi de cogestion en 1976 qui étend donc la participation des salariés dans les grandes entreprises et qui est née d'un compromis entre les différentes parties et notamment suite aux élections politiques de novembre 1972. On peut donc souligner qu'il existe un cadre légal, donc la cogestion est vraiment encadrée de manière législative et en majorité toutes ces lois sont considérées comme légitimes car il y a des élections pour garantir un équilibre des décisions justement qui sont prises et des intérêts. Et surtout la cogestion était nécessaire à l'époque dans le cadre de la restructuration de la paix sociale et organisationnelle d'après-guerre. Et il faut également savoir que les entreprises concernées par ces lois, donc chaque loi est vraiment spécifique au fur et à mesure du temps, ça va vraiment être dans un champ d'application précis, donc dépendant de la forme juridique de l'entreprise et du nombre d'employés. Bonjour, pour ma part, moi je vais aborder tout ce qui est question du fonctionnement de la cogestion. Et donc la cogestion en Allemagne est un modèle unique de gouvernance des entreprises. Elle permet aux salariés de participer activement aux décisions stratégiques, offrant ainsi une voie directe aux employés dans la gestion des entreprises. Et donc ce modèle repose sur une logique de concertation et de compromis entre les salariés et les actionnaires, favorisant un équilibre des intérêts. La cogestion est structurée autour de deux conseils distincts, le conseil de surveillance et le conseil d'administration. Le conseil de surveillance a un rôle stratégique. Il supervise les grandes orientations de l'entreprise et nomme les membres du conseil d'administration sans intervenir dans la gestion quotidienne. De son côté, le conseil d'administration est chargé des opérations courantes et de la mise en œuvre des stratégies validées. Dans les grandes entreprises, la loi impose une composition paritaire au conseil de surveillance, dont la moitié des sièges est occupée par les représentants des salariés et l'autre moitié par les actionnaires. Et donc cette parité garantit une prise en compte équilibrée des intérêts des employés et des actionnaires, tout en renforçant la coopération interne. Pour le processus de décision dans le cadre de la gestion, de la cogestion, ce processus, en fait, il est basé sur le consensus entre les représentants des salariés et ceux des actionnaires. Les décisions stratégiques majeures telles que la restructuration ou la fermeture des entreprises, la fermeture d'usines, par exemple, doivent être discutées avec les représentants des salariés qui peuvent proposer des alternatives pour réduire les impacts sociaux. Et donc, ce processus favorise une approche inclusive et collaborative. En cas de désaccord, le président du conseil de surveillance, généralement issu des représentants des actionnaires, a le pouvoir de trancher. Cela garantit que les décisions sont prises de manière efficace, même en cas de blocage. Et donc ce système illustre la recherche constante de compromis et qui est un élément clé de la stabilité sociale et économique des entreprises cogérées en Allemagne. Par exemple, lors des restructurations majeures comme la fermeture d'une usine, les salariés peuvent intervenir pour proposer des solutions en réduisant les licenciements ou en améliorant les indemnités. Et donc, cette méthode renforce non seulement la légitimité des décisions, mais aussi l'acceptation de celles-ci par les employés. Parlons maintenant du cadre légal des enjeux de légitimité liés à la cogestion. Déjà, ce modèle est ancré dans la législation allemande, notamment à travers la loi de 1976 qui impose des règles strictes aux grandes entreprises. Cependant, malgré ce cadre légal solide, la cogestion, elle fait face à des défis de légitimité. Tout d'abord, certaines entreprises contournent ces obligations en adaptant des structures alternatives comme la société européenne ou en déplaçant leur siège social à l'étranger. Et donc, ces pratiques sont souvent perçues comme une tentative de réduire l'influence des salariés, ce qui peut engendrer des tensions sociales et nuire à l'acceptation générale du modèle. Ensuite, la cogestion, elle présente aussi des désavantages structurels.
Ma collègue vous a précédemment parlé des avantages. Pour ma part, je vais vraiment plus décrire tout ce qui est question des désavantages structurels. Par exemple, la lenteur, le premier serait d'abord la lenteur dans la prise de décision. En fait, le besoin de consensus entre les salariés et les actionnaires peut ralentir les décisions stratégiques, ce qui est un inconvénient majeur dans un environnement économique globalisé où la réactivité, elle est essentielle. De plus, la cogestion implique une complexité administrative car la gestion de deux conseils distincts nécessite des ressources supplémentaires, ce qui alourdit les coûts pour les entreprises. Et donc, un exemple, c'est que malgré ces défis, dans les années 2000, la chancelière Angela Merkel a affirmé que la cogestion était un pilier fondamental de l'économie sociale de marché allemande, rejetant ainsi des demandes de réduction de la représentation des salariés. Cela montre que bien que la cogestion soit largement soutenue, elle reste parfois contestée, notamment par ceux qui la trouvent rigide ou inadaptée à certains secteurs. Enfin, ces contournements et critiques soulèvent aussi des questions de justice sociale et de durabilité, parce que lorsqu'une entreprise réduit ou évite la cogestion, elle risque de fragiliser la confiance des salariés et plus largement de nuire à la stabilité sociale qu'offre ce modèle. Et donc cela souligne la nécessité de réformes pour rendre la cogestion beaucoup plus adaptée aux réalités économiques modernes tout en préservant ses principes fondamentaux. Maintenant que Robinson nous a expliqué le fonctionnement de la cogestion, nous allons examiner des études de cas concrètes qui illustrent l'application et les impacts de la cogestion en Allemagne. Nous allons commencer par des exemples positifs qui servent de modèle pour les entreprises souhaitant adopter ce système de gouvernance. Commençons par l'entreprise BMW. Le groupe automobile allemand est souvent cité comme un modèle de réussite en matière de cogestion. BMW a su impliquer fortement ses employés dans les décisions stratégiques, ce qui a favorisé plusieurs aspects, comme par exemple l'accélération de l'intégration de nouvelles technologies, donc dans le cas de BMW dans le domaine des véhicules électriques. Cela a également favorisé le développement de solutions agiles, collaboratives et durables dans le processus décisionnel, mais aussi une gestion efficace de projets internationaux complexes, comme le projet sino-allemand. Donc en effet, BMW a mené un projet important avec sa co-entreprise chinoise BMW Briance pour développer un centre de recherche et développement en Chine. Passons maintenant à Siemens. Dans cette entreprise, la cogestion a joué un rôle clé depuis sa transformation. Voici quelques points intéressants à retenir. Tout d'abord, la cogestion a permis la négociation d'accords innovants. Par exemple, Siemens a réussi à négocier l'allongement du temps de travail sans compensation salariale en échange de garanties d'emploi. La cogestion a aussi permis la facilitation de l'introduction de nouvelles formes de rémunération. Cela inclut notamment des dispositifs tels que l'intéressement et l'épargne retraite. Finalement, ces deux entreprises ont mis en place des approches qui ont contribué à maintenir une stabilité sociale et un faible taux de conflit au sein de leur entreprise. Bien que le processus de prise de décision puisse prendre plus de temps, la cogestion a généralement conduit à des solutions plus durables et mieux acceptées par toutes les parties prenantes. Malheureusement, la cogestion n'est pas sans risque. Le cas de Volkswagen illustre bien ces dangers. En effet, l'entreprise a connu des problèmes liés à une collusion entre la direction et les représentants syndicaux, ce qui a conduit à un manque de contre-pouvoir. Cela s'est particulièrement manifesté lors du scandale des émissions. Pour rappel, en septembre 2015, Volkswagen a été accusé d'avoir installé un logiciel frauduleux dans 11 millions de véhicules diesel, permettant de truquer les tests anti-pollution. Ce scandale a révélé plusieurs failles du système. Tout d'abord, la présence d'une monarchie absolue. En effet, une structure de pouvoir centralisée s'est développée, contredisant l'idéal démocratique de la cogestion. De plus, il y avait une culture de la peur. Donc l'environnement de travail décourageait toute critique ou remise en question des décisions de la direction. Le système a également involontairement impliqué les employés dans les actions discutables de la direction. Finalement, il y a eu un manque de contrôle effectif de la part des dirigeants. Donc suite à ce scandale, les conséquences ont été nombreuses. Tout d'abord, il y a eu une perte de crédibilité. En effet, le modèle allemand, longtemps vanté, a été grandement remis en question. Paradoxalement, cela a aussi montré que la cogestion peut parfois augmenter les latitudes décisionnelles des dirigeants qui ont pris du pouvoir. Et finalement, le scandale a mis en évidence le manque de transparence et l'illusion d'une démocratie d'entreprise. Face à ces défis, Volkswagen a dû tirer des leçons importantes. Parmi les ajustements mis en place, on peut compter l'introduction du baromètre d'opinion pour évaluer l'opinion des employés, mais aussi la prise en compte des préoccupations des salariés concernant l'avenir de l'entreprise et les possibles fermetures d'usines. Il y a aussi une communication sur les réductions d'effectifs qui ont également soulevé des inquiétudes quant aux garanties d'emploi.
Et enfin, il y a eu un engagement fort à combattre les plans de restructuration, soulignant ainsi le pouvoir de codécision. En conclusion, ces exemples montrent que la cogestion peut être un puissant levier d'innovation et de performance. Cependant, elle nécessite une mise en œuvre rigoureuse et transparente pour éviter les dérives et garantir un équilibre sain entre toutes les parties prenantes. Le modèle de cogestion allemand diffère significativement des modèles de gouvernance nord-américains, ce qui a des implications importantes pour les entreprises canadiennes opérant en Allemagne. En Allemagne, la représentation des employés dans les conseils de surveillance est forte, contrairement au modèle nord-américain. Les négociations collectives se font généralement au niveau des branches industrielles en Allemagne, alors qu'en Amérique du Nord, elles se déroulent plutôt au niveau de l'entreprise. La culture d'entreprise allemande privilégie le consensus, tandis que l'approche nord-américaine tend davantage vers la confrontation. Les entreprises canadiennes souhaitant opérer en Allemagne doivent faire face à ces différences et faire des ajustements dans leur gouvernance. Tout d'abord, les entreprises canadiennes doivent ajuster leur structure de gouvernance pour intégrer les représentations des employés au conseil de surveillance. Il est également crucial d'impliquer activement les représentants des salariés dans les processus décisionnels. Les entreprises canadiennes devront cultiver le consensus, ce qui peut nécessiter un changement significatif dans leur approche managériale. Les entreprises doivent se familiariser et se conformer aux lois allemandes sur la cogestion, qui sont plus étendues que les réglementations nord-américaines en matière de relations de travail. Ces différentes adaptations, bien que potentiellement difficiles, offrent aux entreprises canadiennes l'opportunité de développer des relations de travail plus harmonieuses et potentiellement plus productives dans le contexte allemand. Donc, voici maintenant un résumé des points clés de notre présentation. Donc, pour commencer, pour ce qui est des relations économiques entre les deux pays, donc l'Allemagne et le Canada, ils sont partenaires commerciaux, ils travaillent ensemble par le biais de l'AECG, entre autres. En ce qui concerne notre sujet en lui-même, donc le modèle de cogestion allemand, il est important de se rappeler que son origine, c'est la Seconde Guerre mondiale, puis qu'elle a pour objectif, en fait, d'intégrer les employés dans la gouvernance pour une prise de décision qui va être plus partagée et plus égalitaire. Elle a pour avantage la réduction de conflits, une plus grande satisfaction autant des employés que des employeurs. Par contre, elle a aussi plusieurs défis, comme la lenteur décisionnelle étant donné qu'il y a plusieurs instances, plusieurs comités, puis un risque aussi de conflit d'intérêts. Au niveau des études de cas, on a vu que la réussite du modèle de cogestion variait selon les entreprises et plusieurs autres facteurs hors de contrôle. Comme Quentin vous a dit un petit peu, au niveau des perspectives, il y a vraiment un potentiel d'adaptation dans d'autres pays pour ce genre de modèle, mais c'est sûr que ça va nécessiter une culture de coopération de base. Donc justement, pour faire du pouce à ce que Quentin vous a précédemment expliqué en ce qui a trait aux adaptations, il est intéressant de voir les ajustements qu'un gestionnaire canadien devrait mettre en place dans le contexte d'expatriation en Allemagne. Donc, on peut commencer par les similitudes dans les dimensions culturelles, comme vous pouvez voir sur le graphique à l'écran. Donc, les pointages sont assez bas pour ce qui est de la distance hiérarchique pour les deux pays. On peut en conclure qu'un gestionnaire canadien pourra facilement s'adapter à un environnement où la participation des employés est valorisée. Au niveau de l'individualisme aussi, le score est assez semblable puis est globalement élevé pour les deux pays. Il est un petit peu plus haut pour l'Allemagne. Donc, c'est sûr que le gestionnaire canadien va devoir s'assurer que les décisions tiennent compte des besoins du groupe, donc autant des représentants des employés que de la direction, plutôt que des intérêts individuels des participants. Maintenant, pour les scores qui sont légèrement différents, on peut voir que les scores de motivation vers le succès sont plus élevés, est plus élevé pour l'Allemagne, ce qui indique une orientation vers la réussite et la performance. Donc, dans un contexte de cogestion, le gestionnaire canadien, il va devoir valoriser les résultats et surtout l'efficacité. Cela pourrait inclure, par exemple, la fixation d'objectifs clairs et ambitieux, tout en respectant le processus de consultation de la cogestion. Au niveau de l'évitement de l'incertitude aussi, l'Allemagne affiche un score qui va être plus élevé. Donc, ça veut dire que les Allemands préfèrent globalement suivre les règles. Il va donc falloir veiller à apporter des structures et des procédures précises pour les décisions qui sont partagées. Il est important de planifier les réunions des conseils de manière très rigoureuse, de respecter les règles établies pour éviter toute situation ambiguë. On espère que notre présentation vous a plu, puis qu'elle vous a soulevé des questionnements qui sont intéressants. Merci beaucoup, au revoir.